Bonjour et bienvenue dans le Romanticis Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format plus court, mais j'avais envie de vous proposer des choses un peu différentes. Toujours dans l'esprit book club, je vais vous parler de l'une de mes sagas coup de cœur de cette année. N'hésitez pas à me dire si ce format vous intéresse. Alors installez-vous confortablement, préparez votre boisson chaude préférée et c'est parti pour cet épisode. Cette année, j'ai pu lire pas mal de sagas qui m'ont énormément plu, mais le but de ce format, ça va être plutôt de vous faire découvrir celles qui sont moins connues et un peu sous-cotées. Forcément, avec les réseaux sociaux, on vous recommande pas mal de sagas qui sont pas toujours top. Attention, je sais bien que tout le monde va avoir des avis différents sur ces recommandations du BookTok ou du Bookstagram, mais on a quand même beaucoup de sagas surcotées selon moi et d'autres qu'on oublie un peu. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'autrice Sarah A. Parker, que vous connaissez tous, à mon avis, pour son best-seller When the Moon Hatched. Alors, je n'ai toujours pas lu When the Moon Hatched, mais le livre est désormais sur ma pile à lire. Pour la petite histoire, j'avais vraiment très envie de lire ce bouquin, sauf qu'il était impossible pour moi de le trouver quelque part en VF. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'était pas encore sorti en VF et la VO me faisait un peu peur. Sauf que là, ça fait quand même 8 mois que ce livre me trotte dans la tête et j'ai décidé de l'acheter en VO. Tout ça pour me rendre compte qu'en fait, la maison d'édition Olympe vient d'annoncer qu'ils avaient prévu la sortie de la VF pour avril. Mais c'est pas grave, c'est pas là où je veux en venir. Si je m'égare déjà, on est mal parti. Quand j'avais été acheter des livres, j'avais un peu cherché partout pour justement ce livre-là. Impossible de le trouver, comme je vous l'ai dit. Et en fait, j'ai vu un livre qui était de la même autrice, dont je n'avais jamais entendu parler. Donc vraiment, je suis partie sans a priori, je voulais juste découvrir la plume de l'autrice. Et c'est comme ça que j'ai découvert la saga dont on va parler, qui s'appelle Un pétale de sang et de cristal. Alors je sais pas vraiment pourquoi on parle pas de cette saga-là et que tout le monde reste bloqué sur When the Moon Hatched. Peut-être qu'il y a ce truc aussi de avec Force Wing, les dragons c'est grave en vogue, je sais pas, et tout le monde cherche des histoires avec des dragons. Mais je suis super étonnée que personne ne parle de cette saga. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire un peu un épisode pour vous vendre la saga et vous pousser à la lire. Non, en réalité, je pense que ça va pas plaire à tout le monde, mais écoutez quand même l'épisode. Peut-être que ça vous donnera envie de lire cette histoire. Donc, je savais que cette autrice était réputée pour avoir une jolie plume, et après avoir lu 3 de ses livres, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ces livres sont très agréables à lire et c'est joliment écrit. Alors je sais pas si la traduction française garde vraiment la patte de l'autrice, mais si les traducteurs font bien leur travail, ça devrait être le cas. Du moins, j'ai quand même l'impression que l'écriture est jolie et que ça reste fidèle à ce qu'elle écrit. J'en dirai un peu plus quand j'aurai lu When the Moon Hatched que j'ai en anglais, en VO. Si on revient à la saga Un pétale de cristal et de sang, donc c'est une dark fantasy. Elle va pas convenir à tous les publics. Vous avez notamment des trigger warnings au début du livre, ce qui m'a fait un peu peur au début. Mais au final, je suis tombée addict de cette saga. Donc pour le moment, il y a 3 tomes qui sont publiés. J'ai lu les 3 et je les ai tous appréciés. Je sais que 2 autres livres devraient être prévus pour cette saga, mais comme elle est en train de finir de travailler sur le tome 2 de When the Moon Hatched, il me semble qu'il n'y a pas encore de date prévue. Donc pour vous donner un petit aperçu de la saga, je vais peut-être vous lire le résumé du premier tome. Orlate n'avait qu'1 an lorsqu'elle a survécu à un massacre qui n'a épargné qu'elle. 19 ans plus tard, elle ne sait toujours pas comment ni pourquoi.
Pour échapper aux monstres de ses souvenirs et du dehors, elle prend soin de ne jamais mettre les pieds au-delà de la limite qu'elle s'est fixée autour de Château Noir. Qui sait ce qui pourrait arriver si elle venait à la franchir? Mais si cette vie peut passer pour tranquille, il n'en est rien. Orlate est en lutte permanente contre de dangereux sentiments qui la rapprochent sans cesse de Rordin, l'homme qui l'a recueillie, sauvée, et qui ne la regarde plus, désormais, qu'avec une détestable indifférence. Quel secret cache-t-il? Pourquoi a-t-il tant besoin des quelques gouttes de sang qu'Orlate lui offre tous les soirs? Et lorsque la jeune femme découvre que les monstres de ses cauchemars se sont multipliés et menacent de détruire le royaume entier, les questions qui la taraudent deviennent plus présentes. Donc oui, malgré le fait qu'on évoque une potentielle romance, ce livre est classé comme fantasy. On en reviendra un petit peu dessus après. Je vais absolument pas spoiler l'histoire, je vais juste vous parler de petits éléments sans décrire cette histoire, juste pour vous planter un peu le décor et peut-être vous donner envie de lire cette histoire. Donc, hormis le fait que la plume de l'autrice est très belle selon moi, je dis bien selon moi, mais je pense que pas mal de gens sont de cet avis, du moins c'est ce qui ressort pas mal quand on lit les avis des personnes sur leur lecture. Mais hormis la plume de l'autrice, ce que j'ai particulièrement aimé, ça va être le world building. Alors, si vous n'aimez pas les world building qui sont lents, où on ne vous dit pas tout, cette saga n'est pas pour vous. Clairement. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand on laisse le temps à mon cerveau d'imaginer un peu dans quel monde je suis, qu'est-ce qui peut se passer, mais quelles sont ces créatures, etc. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je me pose plein de questions et j'ai juste envie de lire le livre pour découvrir le plus vite possible ce qui se passe et dans quel univers je suis tombée. Le tome 1, c'est un peu un retelling de réponses où notre héroïne Orlate est isolée dans une tour de pierre et elle va essayer de s'émanciper et découvrir le monde qui l'entoure. C'est un personnage qui paraît assez fragile au premier abord, mais je trouve que son évolution est très intéressante au fur et à mesure de la saga. Elle est très curieuse et on va en découvrir plus sur cet univers en même temps qu'elle, ce qui est relativement bien fait, selon moi. J'aime aussi le fait qu'on n'est pas toujours d'accord avec les décisions qu'elle va prendre. C'est pas un personnage dont vous allez tomber amoureux parce qu'on va remettre en cause ses actions, ses décisions, mais vous finissez par vous attacher, hein. Il n'y a pas de problème, c'est pas un personnage détestable. Mais justement, ça c'était assez intéressant parce que ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de lire où les héroïnes, elles sont super badass et très, comment dire, de bonnes personnes. Et j'aime bien quand les personnages ils sont un peu plus nuancés et que vous n'êtes pas en accord total avec ce que le personnage va faire. Même si je comprends que quand vous lisez un livre, vous aimez bien pouvoir vous identifier. Enfin, vous identifier, je veux dire, moi je m'identifie pas aux guerrières sur lesquelles je lis. Mais je sais pas, c'était quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant parce que c'était la première saga où justement j'avais un personnage avec qui j'étais pas 100% en accord tout du long. Dans les différents tomes, on va aussi avoir des points de vue multiples. Attention, c'est pas comme les sagas de Sarah J. Maas où vous avez des points de vue dans tous les sens. Mais vous allez aussi rencontrer par exemple Rordin, dont on a parlé dans le résumé, qui a recueilli et sauvé Orlate quand elle avait 2 ans. Particulièrement aimé ce personnage parce qu'il est très mystérieux, on sait pas grand chose, on sent qu'on nous dit pas tout sur qui il est, qu'est-ce qu'il est, et par conséquent, vous allez vous poser pas mal de questions sur l'univers et les personnages, ce qui est un gros plus selon moi. Parce que comme je vous disais, j'aime quand on me dit pas tout et que je peux laisser mon imagination travailler. Et je trouve que globalement, tous ces personnages sont bien écrits
et elle arrive à quand même ajouter de la profondeur à ses personnages. Donc pour ça, j'ai rien à dire, en plus du world building que j'aime beaucoup. Je peux pas trop vous en dire sur les personnages et l'univers pour pas, comment dire, biaiser votre expérience de lecture si vous comptez lire cette saga. Et l'univers est différent de ce que j'ai l'habitude de voir ou de lire pour de la fantasy, où on retrouve toujours les mêmes créatures, les mêmes codes. Bon, après, je suis novice dans la fantasy, donc peut-être que vous ne ressentirez pas les mêmes choses. Mais vraiment, j'ai l'impression que l'autrice essaie de créer quelque chose de nouveau. Et ça m'a beaucoup plu parce que parfois, vous n'allez pas anticiper, en fait, les créatures que vous allez rencontrer, ce qui va se passer dans l'univers. Et selon moi, c'est un plus quand même pour cette saga. Parce que forcément, toutes les sagas de fantasy, on le sait, s'inspirent de Tolkien par exemple, et il n'y a jamais de renouveau, je trouve. Mais là, peut-être que cette autrice va réussir à faire ça. Je ne sais pas, on verra bien au fur et à mesure de la saga. Mais en tout cas, c'est un univers qui est très intriguant. Aujourd'hui, on en est au tome 3. Et je sais qu'il y a encore plein d'aspects de son univers que j'ignore et dont elle n'a pas parlé, ce qui rend cette saga d'autant plus addictive car on a envie de découvrir. Bon, je sais aussi que ce podcast s'appelle Romantécis, donc vous vous demandez quelle place a la romance dans ces livres. Oui, il y a de la romance, mais par contre c'est un vrai slow burn. J'ai pas non plus l'impression que c'est central dans l'histoire qu'on essaie de nous raconter. C'est pour ça qu'à mon avis, elle est classifiée, elle n'est pas classifiée romantasy, mais plutôt fantasy. Mais l'histoire d'amour va quand même guider nos personnages dans leurs actions et leurs décisions indirectement. Mais je veux dire, l'histoire va pas se résumer à la romance. Il y a tellement plus derrière qui est intéressant que au bout d'un moment, ok, la romance est chouette. Enfin, est chouette. Non, parfois il y a des trucs un peu problématiques quand même. Mais je trouve que cette saga, son gros point positif ou qui peut donner envie de la lire, c'est plus le world building que les relations entre personnages. Même si les relations entre personnages sont très intéressantes et ça va aborder quand même des thématiques qui sont un peu crues. Mais je sais pas. J'ai pas envie de trop vous en dire. En tout cas, je sais que dans mon entourage, je connais personne qui l'a lu, cette saga. Si vous nous écoutez et que vous l'avez lu, contactez-moi, parce que j'aimerais bien en parler avec quelqu'un. Mais après, si on fait un peu le point sur mon année lecture, il y a d'autres sagas que j'ai énormément aimées. Le truc, c'est que le but n'est pas de vous parler des plus connus. Mais par exemple, une des sagas qui m'a aussi mis une claque cette année, c'était Throne of Glass. Le trône de verre, pardon. Cette saga, j'ai toujours pensé que... j'avais peur d'être déçue, parce que tout le monde l'apprécie. Et je me suis dit, ah non, ça va être encore une saga surcotée, comme j'ai déjà pu lire, juste parce que j'ai regardé les recommandations BookTok, Bookstagram, etc. Et pas du tout. Franchement, désormais, j'ai lu toutes les sagas de Sarah J. Maas et oui, maintenant je la place en première position. Après, on a Crescent City. Je sais que ça va être controversé comme avis, mais pour moi, Crescent City est très bien et je comprends pas pourquoi autant de personnes ont une haine contre cette saga. Mais bref, je vais pas vous parler de Sarah J. Maas maintenant, parce que c'est pas le but et tout le monde la connaît. Mais le trône de verre, j'ai jamais autant pleuré en lisant. Il faut, si vous l'avez pas encore lu, vous êtes obligé de la lire. Je fais une propagande. Mais après, si on reste sur tout ce qui est recommandations du BookTok, j'ai eu quand même pas mal de déceptions.
Après, c'est plus au niveau des romances. Au niveau des romantaisies, ah si, le sujet dérive totalement, hein, mais je vais vous parler quand même de mes lectures de l'année. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais moi je la voyais partout. C'est Zodiac Academy. Zodiac Academy, je ne comprends pas la hype. J'ai lu le premier tome, parce que je l'avais gratuitement avec mon abonnement Kindle, mais j'ai lu le tome 1, j'ai dit ah non, il est hors de question que je me tape les dizaines de livres qu'il y a derrière, parce qu'il n'y a rien qui va. Les deux persos principaux qu'on suit, deux sœurs jumelles, moi je trouve qu'il n'y en a pas une pour attraper l'autre. Elles sont horribles toutes les deux. Donc là je vous disais, oui, un personnage avec lequel on n'est pas trop d'accord tout le temps et tout. Non, là juste les deux persos, je trouve qu'ils étaient vraiment nuls et clichés dans le mauvais sens du terme. Enfin, vraiment j'ai pas du tout aimé cette lecture et j'avais l'impression que tout le livre c'était juste deux filles qui se faisaient harceler et maltraiter et qui avaient 150 000 love interest. Donc celui-ci j'ai hésité à arrêter de le lire. J'ai été jusqu'au bout mais je lirai pas du tout la suite. Une autre grosse déception des recommandations qu'on voit partout, c'était... Bon là pour le coup c'est romance et puis de la romantaisie. Mais c'était... Comment il s'appelle Le Pumpkin Spice Café. C'est plus une cosy romance. Je sais pas vraiment comment on appelle ce genre-là. Mais vous avez dû les voir, les couvertures qui sont super mimi en dessin. Et ok, je savais que ça allait être une cosy romance. Mais là, pour le coup, non. La romance... Après, moi, je suis partisane du slow burn parce que j'aime pas quand ça se passe en deux... Enfin, qu'ils tombent amoureux en 2 chapitres. Mais là, je trouve que c'était très mal écrit. Les personnages étaient très mal écrits, donc on s'attache pas à eux. On s'attache pas à leur histoire. Enfin, c'est pas qu'on s'attache pas à leur histoire, mais dans le sens où on n'y croit pas. On n'y croit pas. C'est trop rapide. Oui, ça se lit tout seul. Oui, j'ai retenté l'expérience après avoir lu celui-là. J'en ai lu un deuxième parce qu'il me semble qu'il y en a 5 ou 6. Je me suis dit, bon, allez, c'est gratuit. Qu'est-ce que je vais lire dans le bus? On va en tenter un deuxième. Peut-être que c'est juste celui-là qui me convenait pas et que je vais peut-être enfin comprendre pourquoi tout le monde est hypé sur ces bouquins-là. Mais non. Ça, c'est mes 2 gros flops, je pense, de l'année. Bon, après, j'ai pas trop envie de vous donner l'avis sur tous les livres que j'ai lus cette année. Parce que bon, faut quand même en garder un peu pour les épisodes qui vont arriver et qu'on va enregistrer avec les copains. Mais en tout cas, malgré le fait que j'ai une pile à lire longue comme le bras, n'hésitez pas à me faire vos petites recommandations, les meilleurs livres que vous avez lus cette année. Peut-être je ne connais pas et que je pourrais ajouter à cette interminable pile à lire. Si vous avez déjà lu Un pétale de cristal et de sang, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur cette saga et ce que vous en avez pensé. Si je dis pas n'importe quoi et que vous êtes d'accord avec ce que j'essaie de raconter. Et comme je vous avais dit, ça va être un format très court. Donc voilà, c'était juste un peu de papotage avec moi. Parce que bon, c'est mon podcast, je peux faire ce que je veux. En attendant, on va bientôt commencer à vous préparer le 2e épisode. J'attends vos retours sur le premier et on se retrouvera début février. À bientôt.